Pascal et Frédéric. Bonjour Sophie, bonjour Frédéric. Bonjour Sophie, bonjour Pascal. Je viens de lire un livre, ton livre Frédéric, que j'ai trouvé vraiment extrêmement bien construit, avec des passages qui parlent de choses que je n'avais encore jamais lues, alors que j'ai beaucoup lu sur l'autisme. Merci. Et donc, j'aime beaucoup aussi le titre et en particulier la photo de ton livre. Mhm. Est-ce que tu veux bien la montrer, Oui, bien la sûr. couverture tout près? Voilà. Donc, on voit un... D'abord, le titre, c'est Toi, autiste, avec un point d'interrogation. Et il n'y a pas l'intonation non verbale. Mais Mhm. moi, j'ai entendu, et tu me diras si c'est juste ou pas, Toi, autiste? Est-ce que c'est juste? C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir des doutes concernant mon propre diagnostic et que j'ai fait des démarches et que j'ai eu ce diagnostic, j'ai entendu à peu près dans toutes les bouches, mais non, toi, t'es pas autiste. Mais toi, comment c'est possible? Mais non, tu n'es pas autiste, tu parles et tu regardes. Tu parles Voilà. et tu regardes, et même au-delà de ces préjugés, Mm. même un autiste qui parle et qui regarde, il est censé ressembler à un autiste, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, sinon des espèces de stéréotypes qu'on garde C'est ça. sur quelqu'un de handicapé, en fait. Qu'est-ce qui se Exactement, puis c'est souvent quelqu'un aussi qui n'est pas du tout dans la communication, qui se balance, qui se tape, alors que voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un spectre, c'est des personnes qui communiquent, c'est des personnes qui peuvent regarder dans les yeux, mais qui au fond d'eux, en fait, ont les mêmes, entre guillemets, problématiques, mais qui sont à l'intérieur, en fait. C'est ça. Mais je pense que c'est, enfin, je vais mettre l'accent surtout dans ton livre sur l'autisme au féminin, puisque Oui, je c'est le trouve que c'est cas. une partie extrêmement importante. Donc on va pas tout aborder parce que ton livre est grand. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que j'ai parlé avec un psychologue récemment, celui qui m'a diagnostiqué, qui m'a dit que il y avait des hommes qui vivaient leur autisme aussi de façon comme un autisme au féminin, et des femmes qui vivent Exactement. plus leur autisme au masculin, évidemment, hein, on n'est pas, Exactement. c'est pas d'essentialisme. Et c'est vrai que quand je pense aussi à toi, Pascal, qui est en cours de diagnostic, mais qui a pensé à l'autisme, je me dis, là, on se rejoint tous les trois dans le fait que on a beau avoir l'âge qu'on a, bien avancé, enfin, on va pas dire peut-être, mais enfin, moi, ça me fait pas peur de dire, donc moi, j'ai déjà passé 50 ans, et je me dis, c'est hallucinant d'avoir, on a vu des personnes autistes dans notre entourage, et on s'est jamais dit que ça pouvait nous concerner. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est à découvrir dans le monde à venir, quoi. Complètement, et c'est de l'ordre vraiment de la méconnaissance, en fait, alors on appelait ça le syndrome d'Asperger, maintenant c'est TSA, l'autisme de haut niveau, l'autisme sans déficience, mais c'est vrai que c'est quelque chose de tellement inconnu, et même pour, j'allais dire, d'ailleurs je le dis dans mon livre, hein, pour les professionnels eux-mêmes, certains, enfin, en ce qui me concerne, j'ai dû voir, je sais pas, une dizaine de psychiatres, et il n'y en a pas un qui est passé sur ça, en fait. Donc, il a fallu que ben, enfin, voilà, dans mon cursus, j'ai côtoyé beaucoup de personnes, des professionnels, puisque je travaillais dans le médico-social. Et du coup, bon, ben, même ces personnes-là avec qui j'ai travaillé ont été plus que surprises de mon diagnostic. Oui, Et donc, c'est ça qui est, et on s'en aperçoit maintenant, c'est-à-dire que des adultes qui veulent se faire diagnostiquer, c'est très compliqué. Parce que en France, j'imagine qu'en Belgique c'est pareil, mais en France, ben, c'est compliqué de se faire diagnostiquer adulte. Et alors la prise en charge, j'en parle même pas. oui. C'est là que je dirais que quand on est adulte, même âgé, où on a l'impression qu'on a eu une vie à peu près normale quand même, et Mm. une femme et autiste, on a une triple peine. Exactement, on cumule les mandats, On cumule parce que la femme camoufle mieux et donc on croit moins qu'elle est bien sûr. autiste et alors qu'elle est plus susceptible d'être en burn-out parce qu'elle a plus camouflé. Enfin, la Ex- femme ou ceux qui ont un autisme au féminin. C'est ça, non mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que l'épuisement aussi, parce que ça épuise de camoufler, ça épuise d'avoir ces burn-out répétés. Et du coup, c'est une fatigue extrême en fait. Ouais.
Parce que Et tout, ça me fait penser à l'image de ton livre. Tu l'as vu, Pascal, la photo sur Ouais. l'image? Mhm. Est-ce qu'elle t'évoque quelque chose par rapport à, pour toi, par rapport à ce que tu vis ou par rapport à l'autisme en général? Ben, moi, ce qui m'interpelle évidemment, c'est le titre et l'interrogation. C'est l'interrogation avec de fait, comme tu l'as suggéré, ce sous-entendu de dire, mais enfin non, pas toi justement. Et c'est vrai quelque part, il y a le question des autres qui nous pose la question, mais en fait, on est les premiers soi-même à se poser évidemment la question. Et on se la pose d'autant plus qu'éventuellement, cette question n'a pas été évoquée parce que le cas échéant, l'autisme dont on serait porteur n'a pas été diagnostiqué très tôt. Donc en réalité, on est soi-même dans un questionnement. Et parfois, on peut même se dire, tiens, dans un premier temps, je réponds quelque part au spectre, et puis à un moment donné, on se dit, mais non, pas moi, en fait, j'ai vécu jusque maintenant, la vie est compliquée pour tout le monde, les relations sociales c'est compliqué, on est tous fatigués, enfin ce qu'on entend de manière, de manière habituelle. Donc du coup, ce titre, il est interpellant à plusieurs égards, et peut-être que c'est de fait une question que l'on doit pouvoir se poser le plus tôt possible, Frédéric. Et donc moi j'avais envie de te poser la question de savoir finalement, euh, toi par rapport à ton diagnostic, c'est venu assez tardivement. oui, j'avais 46 ans. J'avais 46 ans. Alors, c'est vrai que je me questionnais beaucoup parce que bon, j'ai déjà des enfants qui ont des particularités. Mais de là à penser que moi, je pouvais être aussi touchée par le spectre, non, j'y étais pas. Alors, je me sentais quand même d'une autre planète depuis longtemps. En plus, j'avais eu un diagnostic il y a une dizaine d'années de haut potentiel, mais ça collait pas. Et c'est vrai que, enfin, pour moi, ça ne collait pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, bon, comme je disais, j'ai travaillé dans un service qui diagnostiquait l'autisme chez les enfants. Et j'ai toujours été passionnée par l'autisme. Et donc, je me posais des millions de questions. Et il s'avère que un jour, j'ai fait une formation en hypnose et que dans les cas pratiques que j'ai eu une jeune fille qui souffrait d'anorexie. Mais quand elle m'a évoqué tout ce qu'elle présentait comme trouble, je dis, mais je suis sûre que vous avez un syndrome d'Asperger. Et donc, je l'ai orientée vers quelqu'un qui a pu poser le diagnostic. Donc, comme quoi, voilà. Et je m'interrogeais tellement que par amusement, j'avais fait la Speak Quiz que j'avais trouvé au Canada. Et évidemment, enfin, évidemment. Et je cotais au niveau de la Speak Quiz. Et là, comme tu disais très justement tout à l'heure, je me suis dit non, mais en fait, c'est juste parce que je suis fatiguée. Je dois être vraiment pas bien en ce moment. C'est vrai que je traverse une période difficile. En plus, on était vraiment enfin, voilà, dans une situation compliquée. Donc, j'ai laissé tomber. Et 6 mois après, j'ai refait la Speak Quiz. Et évidemment, j'ai recoté aussi. Parce que, ben, voilà. Et donc, tout ça mis bout à bout, j'ai été sur un colloque sur Avignon d'un professeur de médecine de la région et qui, en fait, posait tout un tas de questions. Et moi, j'avais à chaque fois les réponses. Le public lui posait des questions et il disait, mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas Asperger, je ne suis pas TSA. Et du coup, le médecin qui avait diagnostiqué la jeune fille en question était assise à côté de moi. Elle me connaissait. Et là, elle m'a dit, vous savez, il n'y a qu'un Asperger qui peut en trouver un autre. Et donc, toute la journée, bon, déjà que j'avais pas besoin beaucoup de ça parce que, voilà, ça cogite beaucoup. Et toute la journée jusqu'au soir, où je lui ai dit, ben, donnez-moi un rendez-vous. Je vais commencer les tests, au moins je saurai. Et j'arrêterai de me dire, et si j'étais Asperger? Et si, et si, et si? Et en fait, c'est très symbolique parce qu'elle m'a donné mon premier rendez-vous le jour de mon anniversaire. Donc j'ai commencé les tests le premier jour, enfin le jour de mon anniversaire, et pour moi, ça a été le premier jour de ma renaissance. C'est Voilà. dingue. C'est Et dingue parce que moi aussi, j'ai commencé le jour de c'est mon vrai. anniversaire. C'est incroyable. Et donc les tests ont Thomas. duré 6 mois.
Et pendant 6 mois, en fait, selon les tests qu'elle me proposait, ben, j'ai été très rapidement confrontée à mes difficultés. La reconnaissance des émotions au niveau du regard, c'était un échec sur toute la ligne. Et au fur et à mesure que je passais les tests, en fait, je me disais, oui, en fait, ça se profile, quoi. Ça se profile réellement. Et 6 mois après, eh ben, j'ai eu le diagnostic. Qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, je suis passée par toutes les phases. Je suis passée par des phases d'écœurement. Je suis passée par des phases de colère immense. Tu peux dire pourquoi? Alors, la colère parce que je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas vu avant? Alors que j'aurais pu, peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce qu'avec des si, on refait un monde, mais j'aurais pu peut-être bénéficier de prises en charge adaptées qui m'auraient permis de continuer mes études. Parce que oui, j'avais des intérêts spécifiques comme les langues, j'étais très bonne en langue, mais j'étais à peu près, alors, c'est pas le mot, mais l'éducation nationale n'était pas adaptée à moi ou je n'étais pas adaptée à eux, en fait. Donc, j'ai pas pu continuer mes études, alors que, ben voilà, pour moi, passer un examen à l'oral, ça a été l'enfer. L'enfer. Alors qu'à l'écrit, ça allait à peu près, mais alors l'oral, c'était compliqué. Et donc, il y a eu cette phase de colère, cette phase d'énervement profond, de tristesse abyssale. Parce que je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que, comment je vais pouvoir me projeter? Voilà. Et c'est vrai que toutes ces questions-là, enfin, tous ces sentiments-là, m'ont envahi plusieurs mois jusqu'à ce que, entre guillemets, je cicatrise et que je me dise, bah, en fait, je suis moi et on va Hmm. vivre avec. Tu disais, Frédéric, qu'en fait, le fait d'avoir ce diagnostic, ça t'avait permis de renaître, et tu viens d'en parler là en filigrane aussi, ce que ça t'a aidé à comprendre. Et j'avais quand même envie de revenir effectivement sur cet aspect-là. Quelque part, pour prendre les choses peut-être un peu différemment, tu as l'impression, en fait, quand tu ne savais pas ce que tu avais, que en finale, tu es passé jusqu'à l'âge de 46 ans à côté de ta vie, et c'est oui, concrètement, pas seulement dans le faire, mais peut-être dans l'être profond. Complètement. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a suggéré? Qu'est-ce que tu as vécu en fait tant que tu ne savais pas? Qu'est-ce qui était compliqué à vivre? Bah, ce qui était compliqué à vivre, c'est que le manque de confiance en moi, parce que je voyais, ben, euh, tout le monde me disait, mais tu te rends pas compte des compétences que tu as, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. Par exemple, un de mes intérêts spécifiques, c'est la médecine. Euh, un autre, c'est la psycho. Bah, en fait, tout le monde me disait, mais reprends tes études de psycho. Et en fait, tu vas pouvoir y arriver parce que tu as des compétences et tu as surtout une analyse qui te permet de... Et je suis passée complètement à côté. Donc, ça a été toute une vie où je me suis posée... En fait, je me sentais complètement d'une autre planète. Et ça s'est Je, manifesté comment ça finalement dans le je quotidien, ne au comprenais niveau pas les gens. relationnel par exemple? Ben, je ne comprenais pas les gens. Pour moi, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et en fait, je ne vois pas le mal. Donc, plusieurs fois, et malheureusement beaucoup de fois, je suis tombée sur des gens qui m'ont fait énormément de mal, euh, qui ont profité de moi, qui m'ont écrasée. Et parce que, ben, foncièrement, je ne savais pas qui j'étais, je ne le sais toujours pas d'ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, ça n'a pas beaucoup modifié ma... Le fait de savoir que j'étais Asperger, ça explique pourquoi je suis comme ça, mais ça me donne pas les clés. Tu Et veux dire que tu n'as pas l'impression que du coup tu as pu être davantage être toi et du coup moins étrangère à toi-même et aux autres éventuellement? alors moi, j'ai accepté, non, c'est pas ça, c'est surtout étrangère par rapport aux autres. C'est-à-dire que je ne saisis pas les autres. Je ne Mais c'est comprends pas les autres. moins étrangère par rapport à toi. Tu te Oui. rejoins toi-même, mais ça reste, la difficulté par rapport aux autres reste, puisque, Ben, ça fait partie, c'est le trouble en fait. eh oui. C'est le trouble de la communication, c'est le trouble des interactions sociales, c'est, ben, on est en plein dedans en fait. En plein dedans.
Est-ce que tu es d'accord de dire quand même que ce trouble, il est, tu vois, quand on parle de la double empathie, les personnes Oui, neurotypiques disent oui, mais les personnes Asperger, autistes n'ont pas d'empathie. Et puis en fait, les personnes autistes disent, bah, on peut vous dire que vous n'avez pas beaucoup d'empathie vis-à-vis de nous, en fait, hein, avec le exactement. harcèlement et tout ça. Et ça revient un peu à ce que tu disais aussi maintenant. Tu dis des difficultés dans les interactions sociales Hmm. avec des personnes qui ont des interactions d'une certaine façon qui ne correspond pas à ce que nous on est. Mais C'est ça. entre nous, on n'a pas ces difficultés en fait. Ah, Donc, mais pas du tout. Et puis, on a énormément d'empathie, en fait. oui. Parce que nous, on a aussi, en fait, on a un handicap. Enfin, il est étiqueté, on sait. Et du coup, justement, on a tellement d'empathie qu'on arrive à pardonner des choses aux autres qui ne sont pas pardonnables. Mhm. C'est ça le problème. Et inexorablement, on a beau se prendre des gifles, j'allais dire, on presque on tend l'autre joue, quoi. On a du mal même à se protéger soi-même, parce que enfin, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de notion de danger de l'autre. Mhm. Et c'est hyper compliqué, en fait. Et quand tu parles de handicap, il est là ou tu penses à autre chose? Parce que on dit que le handicap peut être aussi en fonction du contexte. Genre une personne aveugle, elle n'arrive pas à lire un livre si c'est pas Oui. en braille, mais Mmh, une personne non aveugle, elle n'arrivera pas à lire un livre si c'est en braille. Donc mmh. le handicap dépend du contexte. Toi, tu dirais que Ah, complètement. c'est quoi le handicap de la personne autiste? Alors, ben, c'est par exemple se retrouver avec les hypersensibilités, par exemple. Mhm. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une réunion, dans le cadre professionnel, que tout le monde parle en même temps, c'est juste pas possible. C'est juste impossible. C'est dans la vie de tous les jours, euh, aller faire des courses avec le bruit, la lumière, les gens le brouhaha incessant, ça provoque des angoisses et des sensations assez terribles. J'ai l'image de dire, par exemple, que quand je me retrouve dans une foule ou dans un endroit bruyant et lumineux, en fait, le cerveau se met en off. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça coupe, littéralement. Je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais. C'est trop. C'est vraiment, on sent que le cerveau, il est en off, complet. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans ton livre, que je trouvais très clair, c'est quand tu parlais des difficultés avec les fonctions exécutives. Ah oui. Et je trouve que ça explique bien le côté handicapant. Mm, mm. Et en même temps, ça montre en arrière-fond ce qu'il peut y avoir comme compétences hors normes chez la personne autiste. Donc, Ah, complètement, bien sûr. j'explique un petit peu ce que j'ai compris dans ton livre et tu me diras Vas-y. si c'est... Ouais, oui, vas-y. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a la personne autiste a un cerveau qui fonctionne à partir des détails pour aller Mm, vers le global plutôt que l'inverse. mm, Et tous les détails arrivent avec la même intensité mm, et une intensité plus grande et tous en même temps, avec mm. une difficulté d'organiser, de prioriser, d'inhiber certaines choses qui sont pas importantes, euh, et donc de trouver une cohérence. Et Mm, voilà. Et alors, elle est dans une désorganisation dans ses pensées, dans ses stimuli, en ayant du mal à savoir par quoi commencer. Elle mm, arrive quand elle fait une chose à la fois, quand elle focus sur des détails, mm, d'où le fait, en fait, cette façon de fonctionner du cerveau explique énormément de choses, je trouve, qui sont le fait d'avoir besoin de routine, parce mm, qu'alors on se repère, mm. alors que si tout à coup le contexte change, on ne sait plus où on en est. Exactement. Le fait d'avoir besoin d'autostimulation, de steaming, de gestes répétés ou bien de focus sur quelque chose avec un casque Le anti-bruit, avec casque. la musique Oui. dans les oreilles ou en écoutant un podcast Mm. pour en fait calmer le fouillis des pensées et le fouillis des Exactement. stimuli. Exactement. C'est exactement ça. En fait, moi, alors au niveau des routines, si tu veux, c'est rassurant en fait, parce que dès qu'il y a quelque chose qui se grève dans la routine, un élément extérieur, c'était pas prévu. Donc c'est très angoissant. C'est comment réagir, voilà. Un exemple tout bête, le matin.
tu vas au travail, tu prends toujours la même route. Pour X raisons, on te dévie parce qu'il y a des travaux ou parce que là, d'un coup, c'est dans la tête. Alors, je vais arriver en retard, mais par quelle route il faut que je reprenne? Il faut que je passe par là? Non, je peux pas parce que là aussi, il y a des travaux. Et en fait, c'est incessant. Angoisse, ouais. C'est angoissant. Et je vais arriver en retard, donc tu recalcules dans ta tête vite fait le trajet, parce que oui, mais en fait, je dois arriver à 8h pétante, 8h00, parce que 8h01, je suis en retard, et là, c'est l'angoisse. Voilà, mais c'est ça tout le temps, en fait. C'est vraiment ça tout le temps. Et du coup, ça impose un rythme obligé, parce que sinon, on stresse, en fait. Parce qu'on se perd complètement dans quelque chose Complètement. on ne reconnaît plus les, comme on est dans le détail, on reconnaît Exactement. plus l'ensemble dès qu'il y a un contexte qui change. C'est ça. Et Exactement. en même temps, on a des compétences surefficientes, parce qu'on parle toujours de déficience dans l'autisme. Il y a des Oui. surefficiences au niveau de la sensibilité, au Mhm. niveau de reconnaître les détails, Bien sûr. mais aussi, du coup, la ponctualité, la Mhm. franchise, l'honnêteté, Exactement. la fiabilité, Exactement. le jusqu'au boutisme, Mhm. l'honnête, enfin oui, oui, tout ça quoi. C'est ça. En fait, oui, oui, ça englobe tout un tas de choses qui font qu'on on ne peut pas transiger, en fait. Mhm. C'est toujours, voilà, comme tu dis, c'est jusqu'au boutiste, en fait. Un manque d'adaptation, mais par contre, on peut compter sur nous Oui, c'est pour aller ça. au bout. Après, ça peut être aussi, par exemple, enfin, voilà, je le vois dans le cadre de mon travail, tout est, en fait, mon planning hebdomadaire est organisé, c'est toujours même jour, même heure, je fais exactement la même chose. Et si, par exemple, on vient me greffer une réunion, me greffer une réunion au milieu, et ben là, il faut que je vite dans ma tête, il faut que je réorganise tout parce que on me casse ma routine, en fait. Oui. Et en plus de ça, je dirais que c'est l'autre côté qui peut être handicapant, c'est que le cerveau est manuel et pas automatique. Exactement. Et donc, non seulement il faut tout réorganiser, mais c'est pas automatique. Donc, ça doit se faire détail par détail. Et tout le process, comme on dit en anglais, est toujours plus long Hmm. pour faire les liens, puisque c'est de Exactement. détail en détail, même au niveau émotion. Oui, Euh, mais quelle est cette émotion? D'où elle vient? Quel est le hmm, lien avec sa cause? c'est ça. Quel est le besoin? Qu'est-ce qu'elle provoque? Ouais. Qu'est-ce Et qu'elle... qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est ça. pour demander de l'aide et tout ça? C'est ça. Mm. Tout est en fait, tout est exacerbé en fait, parce qu'on parle d'hypersensibilité, mais c'est aussi dans les hyposensibilités. J'en parle dans mon livre quand je parle de la chaleur en fait. Ben, c'est vrai que comme dit la personne qui partage ma vie, c'est compliqué parce que par exemple je vais à la douche, moi il faut que ce soit hyper chaud parce qu'il faut que je sente sur mon corps la chaleur. Ben, celui qui passe après, il va se prendre une chaleur limite insupportable, quoi. Pareil, par exemple, m'asseoir sur le bord d'une cheminée avec le feu dans le dos, ben, je peux y rester des heures. La peau devient rouge, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a que la personne qui le voit qu'elle est rouge. Moi, je le sens pas, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc des hypo et des hyper. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça. Ouais. Par contre, les hypersensibilités, c'est par exemple, ben voilà, les brouhahas, les lumières trop fortes, les cris. Les cris, c'est insupportable. Voilà, c'est plein de choses qui font que bah, quand tout ça est mis bout à bout, bah, ça peut provoquer, oui, effectivement, des crises Surcharge. d'angoisse. Comment? Des surcharges sensorielles, Exactement, des surcharges cognitives. surcharges énormes, quoi. Et ça peut aller jusqu'à, donc tu expliques bien Meltdown. le meltdown et le shutdown. Shutdown, Shutdown. c'est la panne sèche en fait. Ouais, c'est ça. C'est le, Et le meltdown, c'est le contraire, c'est Mm, le pétage de plomb. c'est ça, Ouais. c'est ça. Qui peut être jugé par d'autres personnes comme soit de l'agressivité, soit ouais, quelqu'un de colérique et tout, alors qu'en fait, c'est pas du tout maîtrisable. On Ah pète un non, câble. Ça c'est surcharge. c'est incontrôlable. Ouais. C'est incontrôlable. Donc, ben,
C'est ce qui, à ce moment-là, peut provoquer aussi des stéréotypies, hein, en fait, hein. C'est-à-dire? Ben, ou se balancer, ou faire ça avec les mains, et bon, après, chacun a ses propres stéréotypies, hein, mais c'est beaucoup les balancements. Il y en a qui arrivent à se frapper, hein. Ouais. L'auto-agressivité, l'hétéro-agressivité, enfin, voilà, ça peut être très compliqué à gérer une crise, hein. Bon, ça te parle, Pascal, ou tu te sens complètement dépassé par tout ce qu'on dit? Ah, c'était uniquement féminin. Les hommes n'ont rien à voir avec tout ça. Voilà, voilà, ben Comme voilà. je suis quelqu'un de poli, je vous écoute gentiment. Non, mais non, mais c'est vrai que ce que ça évoque aussi, Frédéric, ce que tu viens de dire, c'est un épuisement assez intense, hein. Oui. D'où l'important justement de se connaître. Et comme Mm, ici, quelque part, l'autisme, j'ai le sentiment que ça fait partie de l'identité. mm, Du coup, la connaissance de soi est extrêmement importante pour comprendre son fonctionnement et mm. aussi s'adapter par rapport à son environnement. Oui, Et faire en sorte d'être dans des situations où, par définition, l'imprévu va être, j'ai envie de dire, minimaliste. Euh, exactement. mais ce qui me parle beaucoup, c'est vrai que c'est en vous entendant et aussi en écoutant d'autres vidéos que je me dis, à un moment donné, on se rend compte soi-même que quand on doit s'adapter, on doit réfléchir beaucoup en fait, que rien, comme tu disais Sophie, rien quelque part n'est naturel. On a l'impression que pour les autres, il y a un imprévu, mais quelque part, ils le mettent dans leur agenda et ils vont pas faire un pétage de plomb pour ça. On voit qu'ils le gèrent. Et au début, je me disais, ben, ils le gèrent, mais en fait, ils le cachent aussi. Mais je ne pense pas. Je pense qu'ils le gèrent naturellement parce que pour eux, quelque part, c'est pas véritablement un problème. Parce que de fait, la vie est pleine d'imprévus en réalité. Et donc l'étonnant, c'est finalement de vivre avec des choses extrêmement prévisibles, parce que de fait, c'est pas la vie. Et là, se rendre compte finalement que cet imprévisible est compliqué à gérer, c'est vrai que c'est aussi quelque part une souffrance, hein, que de Mm, se dire quelque part qu'est-ce qui va me tomber dessus. J'ai c'est pris ça. plus ou moins ma journée, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, il y a un collègue ou il y a un imprévu sur la route, et donc on arrivera en retard, etc. Et donc chaque fois, il faut essayer j'ai envie de se reprendre pour faire en sorte quelque part que la tension et que l'angoisse que ça génère puisse quelque part être à nouveau soutenable et à nouveau gérable. Parce que je pense que c'est aussi un élément peut-être très important dont il faut parler, c'est que euh, moi au départ en tout cas je me posais la question de savoir mais c'est bizarre en fait, qu'est-ce qui fait que finalement je suis assez régulièrement stressé et que le moindre imprévu me stresse, voire même m'angoisse. Et j'ai Mm. l'impression que pour les autistes, le stress ou l'angoisse c'est quelque chose de, j'ai envie de dire pour le coup, assez congénital. Oui, c'est quotidien et c'est permanent. Parce qu'en fait, enfin, moi personnellement, il y a que lorsque je suis chez moi que je ne ressens pas forcément le stress. Alors, je peux être un petit peu angoissée, mais sans plus. Parce que c'est mon cocon, c'est mon lieu de ressources, en fait. Que dès que, par exemple, il faut sortir, aller dans des magasins ou faire des choses, par exemple, complètement imprévues, ben là, oui, ça va engendrer des angoisses, des stress, et on contrôle très moyennement. Et le problème, c'est que on a des cerveaux, en fait, alors on parle d'arborescence chez les hauts potentiels, mais nous, c'est tout le temps que ça mouline, tout le temps, tout le temps. Et c'est ah oui, mais si je sors, par exemple, je sais pas, il peut se passer ça. Ah oui, mais s'il passe ça, et puis hop, ça s'arrête jamais en fait. Et c'est de l'auto-angoisse en fait. C'est vraiment On a besoin et d'anticiper. On sait que la vie est chaotique et on a besoin d'anticiper. exactement et de préparer. Et pareil quand par exemple on a en fait des angoisses. Enfin, moi je sais que par exemple il y a des moments où je n'arrive même plus à les contrôler. C'est comme si le cerveau les produisait toute seule en fait. Ça s'arrêtait pas. Et tu as une technique en fait, Frédéric, pour essayer justement à un moment donné de dire, bon, tout ça quelque part c'est mon imagination, il n'y a pas un danger imminent, j'ai envie de dire, qui est Oui. présent et qui fait que l'angoisse est réelle et doit être prise en compte. Tu parviens à essayer avec Alors souvent je l'expérience? m'isole, je baisse les lumières, euh, je, je, je reste dans du calme et dans la pénombre. Et je peux avoir tendance à me balancer. En fait, le balancement me permet de réguler, en fait.
Voilà, ça c'est ma propre, c'est moi, hein, donc chacun a ses propres techniques. Mais voilà, et puis c'est vrai que euh, enfin, l'homme qui partage ma vie a très bien compris comment ça fonctionnait. Et du coup, quand il voit que vraiment c'est trop, il me prend dans ses bras et il me serre très très fort. D'où aussi l'utilité de la couverture lestée. J'ai une couverture lestée aussi, qui quand vraiment j'ai eu des périodes très difficiles, et là je l'ai utilisée pratiquement quotidiennement. Je dormais même avec, Oui, parce que j'avais besoin de m'entourer et de me sentir vraiment serrée, euh, pour comme si en fait le corps avait implosé et explosé et qu'on avait besoin de le reconstituer. Et le poids et la force ben, reconstituent les morceaux en fait. ça, j'ai entendu dire aussi que les personnes autistes, ben, elles sont de détail en détail, mais avec leur propre corps aussi. Et quand elles sentent Exactement, contenues, c'est pour ça qu'elles aiment parfois être beaucoup, elles aiment beaucoup être sous l'eau, parce qu'elles sentent exactement, entourées complètement. Et elles se disent, exactement. je suis un. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et c'est vraiment recoller le corps, en fait. Alors, il y en a qui appellent ça l'enveloppe corporelle, on l'appelle comme on veut. Mais c'est vraiment, c'est cette sensation d'être serré. Et je sais qu'il y a quelques mois, enfin, il y a un an de ça, j'ai fait une formation avec des personnes qui venaient du Canada. Et donc, comme ben, je suis autiste verbal, du coup, je pouvais exprimer ce que je ressentais quand elles, par exemple, pendant des angoisses où on vous serre au niveau cérébral avec les mains comme ça, où on appuie dans le creux de la main pour. Et vraiment, ça fait redescendre la pression, mais c'est très, très intéressant comme pratique. Prendre les pieds, serrer les pieds. Exactement, voilà, mais c'est serré en fait. Ouais. Et c'est vrai que bah, quand on vous serre ou qu'on a la couverture lestée, c'est comme si le pulse il se reconstituait et en fait que les émotions, l'implosion s'arrêtait en fait. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant dans tout ce qu'on dit là, parce que c'est à ça que je voulais venir, c'est aussi le fait que ça, ce fonctionnement-là dont on parle, avec toutes ces difficultés de cohérence et d'unité et d'organisation, avec les fonctions exécutives et l'hypersensibilité qui Mmh, explose et tout ça, et l'intensité des pensées, tout ça, ça mmh, concerne toutes les personnes autistes. bien Et sûr. c'est là que c'est assez intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, que dans le DSM-5, finalement, on a retiré Asperger. Mmh, Alors, ce qui est difficile, c'est que quand les gens disaient, toi, autiste, on pouvait dire avant, non, mais il y a autiste et autiste, moi, je suis ah, Asperger. Ah, ok, ok, oui, donc tu es plutôt hyper intelligente et tout. Et puis, on se disait, ouais, je suis pas vraiment autiste. Alors qu'en fait, la compréhension qu'on a maintenant, c'est que le fonctionnement du cerveau est le même chez toutes les personnes autistes, mais qu'il y en a qui sont non-verbales ou déficiences intellectuelles ou avec des comorbidités, des troubles associés, qui fait que c'est beaucoup plus visible. c'est ça, exactement, Voilà. exactement. Et c'est vrai que ça rajoute aussi, même chez les personnes TSA au niveau, sans déficience intellectuelle en fait, maintenant on dit, euh, il y a des comorbidités. On peut avoir de la dyspraxie, on peut avoir des troubles de l'attention, on peut avoir. Voilà. Et tout ça, en fait, comme tu dis très justement, dans le DSM-5, ben, on est tous pareils, en fait, sauf qu'il y en a qui verbalisent pas, il y en a qui verbalisent, mais on a la même, voilà, la même structure autistique à quelque part. Oui, et la double peine, c'est quand on a la même structure, mais que ça ne se voit pas et qu'on dit, mais non, soit on dit non, tu peux pas l'être, soit on dit, ah ben dans ce cas, on est tous autistes, qui est deux façons d'invalider, en fait. Exactement. En fait, presque, c'est au-delà d'invalider, c'est-à-dire c'est de la non-reconnaissance. Ouais. Non, mais tu as autre chose. Tu fais un autre diagnostic. C'est pas possible. Tu n'es pas autiste. Et alors, parlons des femmes maintenant, parce que ce que je trouve terrible, c'est que, Double peine. Femme et autiste. oui, oui, j'ai entendu certains discours chez des personnes autistes disant qu'il y avait du surdiagnostic, surtout chez les femmes, Mhm. justement, parce que les tests ont été conçus par des hommes, Des hommes pour des hommes. pour des hommes. Je suis désolée. Et du coup, il faudrait, ce que tu dis dans ton livre, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des tests conçus par des femmes pour des femmes qui Ça. tiennent compte des spécificités Mhm. de l'autisme particulièrement féminin, à savoir que
c'est d'abord dû à... Alors, c'est difficile de dire si c'est inné ou pas, parce que maintenant, surtout à notre époque, on est dans une époque où il faut surtout pas essentialiser. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit inné ou pas, de toute façon, les femmes ont été éduquées à ne pas déranger, C'est ça. à se conformer, À à se camoufler. oui, ne pas montrer qu'elles sont, ne pas se ah, j'ai oublié le mot. Se démarquer. Oui, c'est ça, se démarquer par rapport aux autres. Mm, Et donc, elles ont appris au cours des âges, autistes ou pas, mm, à développer des capacités d'adaptation plus grandes bien pour sûr. faire plaisir et être adéquates à ce qu'on attend d'elles, Oui, c'est y ça. compris les personnes, les femmes autistes, Bien sûr. ce qui fait que elles, non seulement ça, mais en plus, elles ont plus d'appétence pour les relations sociales. Elles Mm, sont directement en lien aussi avec les enfants qui naissent d'elles, donc elles ont cette capacité aussi au niveau de connexion émotionnelle qui fait que elles ont des compétences d'adaptation plus grandes et des compétences sociales plus grandes. exactement. Euh, Jusqu'à peu, on s'est dit, enfin, il y a plein de femmes qui sont passées sous le radar à cause de ça. Parce qu'en plus, on a cette capacité, alors on utilise le terme de caméléonisme, on a vraiment cette capacité, en fait, malgré tout, toutes les problématiques d'interaction sociale, de quand même observer ce qu'on peut prendre chez les autres, en fait, et qui pourrait nous faire passer un peu inaperçu. La chance qu'on a aussi maintenant, c'est que bah, depuis quelques mois maintenant, quelques années, il y a beaucoup de femmes qui ont écrit, des femmes Asperger de haut niveau, qui se mettent à écrire, qui témoignent. Et on peut voir justement que le schéma directif, il est toujours le même en fait. C'est-à-dire que, ben oui, comme tu dis très justement, on se camoufle, on s'adapte peut-être plus facilement, on ose moins euh, montrer nos troubles aussi, parce qu'on a cette capacité peut-être à camoufler, hein, parce qu'on a cette capacité. Ou notre originalité, tout simplement. Exactement. Et du coup, ben voilà, il y a plein de personnes qui n'osent pas dire qu'elles ont un syndrome d'Asperger, et parfois, moi, la première. Ouais. Ouais, tu vois, justement, Pascal, tu n'as pas encore le diagnostic, mais moi, je trouve aussi que tu fais partie des personnes, si tu es autiste, tu fais partie des personnes qui ont essayé toute ta vie de camoufler et d'être le plus possible comme les autres. C'est juste ce que je dis? Oui, 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 tout à fait. C'est vrai, c'est vrai, il y a un masquage extrêmement puissant et finalement on ne comprend pas pourquoi il y a ce besoin parce qu'en réalité ça veut dire évidemment qu'on ne parvient pas naturellement à entrer en lien avec l'autre et que du coup on doit faire un effort pour s'adapter à l'autre et Mm. donc être soi du coup est extrêmement compliqué parce qu'on a l'impression qu'être soi est juste impossible parce que quelque part ce serait faire part de son originalité et peut-être justement venir à déranger l'autre. Et donc pour ne Mm. pas déranger et pour être à sa place, du coup, c'est-à-dire plutôt dans une place de retrait, de recul, on mime finalement, on mime la manière dont l'autre fonctionne et on ne fonctionne quelque part qu'à travers l'autre. Et donc Oui, on entend ses besoins, on entend ses désirs et on est dans une situation où finalement on ressent ce besoin presque impérieux, presque vital, de s'adapter à l'autre et donc de s'y conformer et de s'oublier soi-même. et de s'oublier soi-même, ce qui génère forcément une extrême tension intérieure, C'est des sûr. angoisses terribles qu'on ne comprend pas, une souffrance et du Mm. coup une étrangeté à soi-même. Exactement. Et quand on est étranger à soi-même, par définition, on est aussi on se sent aussi étranger par rapport aux autres. Et Mm. donc en décalage perpétuel. Et donc il y a ce côté naturel que les autres vivent, et on a l'impression qu'ils vivent naturellement leur vie, que quand ils sourient vraiment. Oui. Et moi j'avais le sentiment que quand je souriais, en fait, je me forçais à sourire pour Mm. cacher justement ma détresse. Exactement. Oh, mais c'est exactement ça. C'est le masque, en fait. Le masque du sourire. Mais derrière le masque, c'est Hiroshima. C'est ça. Et ce que tu dis bien dans ton livre, c'est que un masque, c'est pas juste un masque. C'est pas quand tu vas au carnaval, tu mets un masque et non. Ce C'est que ça ça. provoque, ça peut aller jusqu'à la dépression. Ah, mais Il y a complètement. une prévalence de suicide très grande juste à cause de ça, parce que la personne, Exactement. en fait, je suis pas à ma place, je suis pas moi-même. En fait, je n'existe même pas, en fait.
Oui, c'est ça, Je ne exactement. suis pas, je ne suis pas moi. Même vis-à-vis de moi-même. Donc, Exactement. est-ce que du coup, depuis ton diagnostic, tu te permets d'être plus toi-même comme tu l'as jamais été, d'avoir des moments avec toi-même dans ta chambre ou Oui, quoi, où tu... oui, 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 mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ose maintenant être moi-même. Pas et- encore devant tout le monde, Ah oui, mais oui, parce que voilà, après, enfin, après, c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens autour de nous, moi ou autour de nous, restent quand même avec cette image de l'autiste, genre euh, Rain Man ou de très haut niveau, mais on voit quand même qu'il y a un certain trouble. Voilà. Ou les non-verbaux qui se tapent contre les murs et qui sont en IME. La, la, enfin, je trouve vraiment qu'il y a encore beaucoup trop cette image-là. Euh, voilà, et j'ai la chance de faire partie d'une association où j'organise un groupe pour adultes diagnostiqués tardivement, hein, et on est tous avec cette même sensation en fait. ouais, C'est que alors beaucoup on travaille, beaucoup ont dit à leur employeur que ils avaient un trouble de la sphère autistique, et beaucoup d'employeurs bon, c'est la mode en ce moment. Il y a plein de gens qui se disent autistes. Oui, non, mais en fait, c'est pas la mode. C'est que juste maintenant, on nous diagnostique, en fait. La différence, elle est là. C'est oui, pas un effet de mode. Les difficultés, elles sont là, en fait. Je veux dire, moi, pour être à la mode, je préférerais être autre chose, quoi. Enfin, vraiment, parce que la souffrance intérieure parfois le mal-être sont tellement importants que encore moi ça va, maintenant j'ai digéré entre guillemets, j'accepte, euh, j'ai une vie maintenant qui me permet aussi d'accepter qui je suis, mais combien il y en a autour de moi et avec qui je suis en contact et qui sont à des années-lumière de ça. Et comme tu disais, malheureusement, la prévalence de l'autisme et du suicide la prévalence par contre du suicide dans l'autisme, elle est trop importante à l'heure actuelle. oui, ça question aussi, Frédéric, la question du burn-out au travail, précisément, où on a Exactement. l'impression que c'est juste une fatigue parce on en a trop fait, on a trop donné. Et Oui. toute la question, en fait, ici, qui se pose de manière essentielle, c'est la question des limites et la difficulté de les poser par rapport à l'autre. Et toute la question aussi, et ça, je crois que c'est quand même important aussi de l'aborder, toute la question des abus, que ce Oui. soit des abus, j'ai envie de dire, entre guillemets, le cas échéant, spirituel, se faire abuser parce que de fait, on tombe sur un gourou, donc un idéal extrêmement important auquel Ouais, ou des finalement, pervers aussi, des pervers narcissiques. et puis un narcissique, etc. Et puis, par définition aussi, tout ce qui est abus sexuel. Et là, Exactement. dans ton livre, tu en parles, j'ai sous les yeux ces quelques lignes par rapport justement aux violences sexuelles, où tu relèves à juste titre que les personnes avec TSA, donc troubles du spectre autistique, ont 3 fois plus de risques d'avoir des contacts sexuels non désirés, Hum, 2,7 fois plus de risques de subir une contrainte sexuelle et hum. 2,4 fois plus de risques de subir un viol. Oui, Donc c'est énorme. d'où aussi justement l'intérêt à ce moment-là de se connaître de nouveau et de savoir ce que l'on a Hum. pour quelque part prévenir davantage peut-être ce risque d'abus. Exactement. Et en plus, on a tellement de mal à comprendre les autres qu'en fait, on voit pas forcément le danger. Et on est aussi quand même des personnes qui, à force que l'autre insiste ben, on va céder en fait. Alors que on a déjà foncièrement, tellement... Pardon. vas-y, 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 Sophie. On a justement tellement... Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée dans ton livre, c'est que tu parles de la honte Hum, de la personne autiste. C'est hum. horrible parce qu'en fait, elle se sent inadéquate. Elle est Exactement. toujours trop ou pas assez, ou C'est ça. alors pas ce qu'il faut, ou moquée par les autres. Donc, Exactement. elle développe une espèce d'impression de nullité qui Ah, fait mais complètement. qu'elle va se mettre dans des situations de soumission où elle va se Oui, dire, bah, les autres savent mieux que moi, et se laisser c'est ça. guider par les autres, et jusqu'à se laisser abuser sans s'en rendre compte parce qu'elle va penser qu'elle est moins bien
Elle a c'est tout ça. à recevoir ou à apprendre des autres, ce qui la Mm. met très facilement dans une situation de vulnérabilité, soit par rapport au gourou, soit par rapport au narcisse, effectivement. Et c'est vrai que ben, ça me touche énormément ce que tu dis parce que c'est tellement ça. C'est Mm. tellement ça et cette sensation de nullité, cette sensation d'être une chose Mm. qui décrypte pas, qui comprend pas, alors que de notre côté, et c'est ça, c'est toute l'ambivalence, c'est qu'on a des compétences sur d'autres domaines, mais sur tout ce qui est relationnel, c'est c'est très difficile de décrypter. Ben, on ne fonctionne pas comme les neurotypiques. Moi, je Non, dirais, au niveau relationnel, il y a des personnes autistes avec qui je m'entends justement particulièrement bien parce que parce donc qu'on est pareil. c'est pas forcément qu'on a des difficultés relationnelles, point. On a des Non, difficultés relationnelles avec les personnes qui fonctionnent différemment que nous. c'est ça. Exactement. Et c'est pour ça que ça rejoint très bien ce que disait le fameux médecin qui m'a diagnostiqué. Frédéric, il n'y a qu'un Asperger qui peut trouver un autre Asperger parce Mhm. on sait, en fait, on comprend. Voilà. Et puis on n'a pas besoin de décrypter, en fait. On sait comment l'autre Asperger fonctionne. Qu'avec les neurotypiques, en fait, on se laisse très facilement abuser parce qu'on ne saisit pas, en fait. Oui. Bon, il y a quand même, je vais un petit peu nuancer, entrer dans quelque chose de peut-être un peu subtil, parce qu'on parlait tout à l'heure des abus qui peuvent être, qui peuvent aller jusqu'au viol et tout ça. Mm. Euh, il y a quand même dans la déficience autistique, donc on disait la difficulté de reconnaître l'émotion de l'autre. Mm. Donc je pense qu'il peut y avoir parfois chez l'autiste aussi une façon de dépasser la limite de l'autre sans s'en rendre compte à cause de ça. Sauf que Mm. c'est pas volontaire, c'est pas pour manipuler, c'est pas Ça. pour encore moins pervers, c'est pas pour avoir un ascendant dominant ou dominer l'autre ou encore moins le détruire, mais c'est par manque de perception des Mm. signes plus implicites au niveau émotionnel et tout ça. Et une méconnaissance aussi. Mm. Il y a Oui. le manque, mais il y a aussi la méconnaissance. Parce que des fois, on ne sait pas, on ne comprend pas comment l'autre fonctionne, quels sont les messages qu'il nous envoie, parce qu'on ne décrypte pas. Ouais. Donc ça, c'est du côté de l'abus et du côté enfin quand on abuse et du côté de quand on est abusé. Mm. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, euh, c'est que tu dis que la personne autiste, elle se sent plus vite et plus facilement abusée parce qu'elle est hypersensible en fait. Oui, Donc au niveau sexuel, il suffit de très peu pour qu'elle ait c'est ça. l'impression d'être complètement envahie ou qu'il y ait une intrusion énorme chez elle alors qu'une autre n'aurait pas vécu ça comme ça. C'est ça. Et puis en plus, comme je disais, on va peut-être aussi céder euh, très rapidement parce qu'on ne connaît pas et on ne décrypte pas les codes. Mhm. Ou autre chose que tu as dit aussi que j'ai trouvé très très juste. Euh, Ça m'est sorti de la tête tout à coup. Ah, c'est intéressant. C'est fou. On touchait du doigt quelque chose d'intéressant. Oui, non, mais quand ça part, c'est que c'est peut-être sensible. Oui, c'est que voilà. Oui, mais c'est ça me concerne complètement. C'est que je suis facilement très à tu et à toi, familière, franche, authentique, et la personne en face prend ça comme de la drague. En fait, Exactement, exactement. elle se dit, Donc, mais je peux ça tout faire rejoint, avec elle. Elle a son cœur ouvert. Hop, je c'est fonce ça. et oh, mais je voulais pas aller si loin. Exactement, exactement. Ça, c'est le C'est problème des femmes, oui. exactement parce que on n'a pas les codes. Ça rejoint tout. Ça va dans les deux sens, hein. On n'a pas les codes vers les personnes, mais on n'a pas les codes des personnes. Donc, du coup, ça peut causer des quiproquos assez terribles. Et comme en plus, on va pas avoir la force de lutter contre, eh Ouais. ben, c'est là que va commencer les abus dans tous les sens. Je me demande pourquoi, parce que j'entends beaucoup ça et je me demande d'où ça vient. La difficulté, en tout cas dans ce qui me concerne, de dire non, à la rigueur de me mettre en colère. Il y a un lien avec l'autisme, tu penses? Enfin, moi, en tout cas, si je suis pareil. Donc, maintenant, de dire que c'est l'autisme, certainement, parce que je pense qu'on on n'a pas les codes non plus pour exprimer nos émotions, en fait.
nos besoins. Donc, parce que Bien émotion, sûr. ça va ensemble. Oui, Désir, oui, oui, complètement. tout va ensemble. Ouais, ouais. Complètement. Et on va préférer, enfin, moi, je sais que personnellement, quand il y a quelque chose que je ne gère pas, je vais me fermer comme une huître, hein. Je vais me refermer sur moi-même et la communication, elle est interrompue, en fait. Une sorte de shutdown. Exactement. Ouais. Mais là, tu touches du doigt quelque chose que j'aimerais approfondir avec toi, Frédéric, justement, parce que j'ai le sentiment, en fait, que quand, justement, on a du mal à poser ses limites et qu'on est effacé en retrait pour passer inaperçu quelque part, du coup, à l'inverse, se mettre en colère, c'est s'affirmer, c'est poser des limites, ce qui rend précisément l'émotion colère extrêmement compliquée à, j'ai envie de dire, à mettre en œuvre. Mais je Et j'ai suis, aussi ce enfin, sentiment que la colère, ça peut être lié au fait que euh, c'est déjà la moitié du problème résolu, la colère. C'est s'affirmer et c'est poser une limite qui est justement compliquée à poser. complètement. C'est pour ça que enfin, pour moi, la colère, je suis très peu, enfin, jamais en colère, en fait. Tu sais, Jamais. ça me fait penser aussi à l'explosion. Tu disais, on a besoin d'être Oui, contenu, d'être serré. La colère, quelque part, c'est exploser. Ça fait peut-être oui, très, très peur à quelqu'un qui déjà a tout le temps besoin de retrouver sa contenance. Et oui, donc, mais du coup, quelqu'un qui va exploser comme ça, en fait, ne le contrôlera pas non plus. Parce que d'un coup, ça va arriver, mais ça va exploser parce que c'est allé beaucoup trop loin. Mm. ouais, c'est ça. Ouais. Beaucoup trop loin. Il n'y a pas de limite. Mhm. Et j'entends aussi parfois dans le spectre de l'autisme que certaines personnes dont j'ai vraiment l'impression de faire partie, parce que pour moi la communication, dire vraiment ce qui est, ce que je ressens, est très compliqué. En tout cas, elle a été très très longtemps. Et donc, quelque part, quand l'autre disait mais quel est ton besoin, quel est ton désir, j'en savais strictement rien. Oui, Et quand l'autre, quelque part, m'acculait à dire les choses, pour moi, c'était vécu comme un peu comme du harcèlement. Et donc, au lieu de m'ouvrir à l'autre, ça me fermait encore plus. Et donc, ça me exactement. renvoyait quelque part à mon propre mutisme. Je sais pas si Oui. si tu as connu le mutisme qui est quelque chose d'extrêmement, pour le coup, enfermant, Ah qu'on oui? est dans une prison mentale où finalement, on a l'impression que l'autre nous questionne et on est incapable, en fait, d'aller vers lui, de sortir de soi pour entrer en Ah, relation. c'est même au-delà de ça. Moi, ça m'arrive encore très régulièrement. Ça me tétanise. C'est-à-dire que c'est quand je parle de se fermer comme une huître, c'est ça. C'est que je ne communique plus. Il y a un enfermement réel avec une impossibilité massive de pouvoir exprimer ce que je ressens, de pouvoir dire ce que je ressens, de pouvoir expliquer ce que je ressens. C'est là, c'est une prison en fait. C'est tout là. Ça fait penser à la tétanie du trauma, mais il y a Complètement. quelque chose de ça. Bien sûr, bien sûr. Et même ça va au-delà de ça parce que j'ai des troubles de la déglutition et quand je suis particulièrement stressée, angoissée, il n'y a plus rien qui passe, hein. Plus rien, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça parle plus. Je suis fermée et c'est compliqué pour aller me récupérer. Il y a juste le temps qui... Le temps, voilà. Le temps, euh, le fait de, ben voilà, de m'isoler, de me mettre de la musique parce que je suis très musique, donc voilà. Euh, J'essaye de trouver des palliatifs pour me faire descendre la pression. Moi, j'ai parfois l'impression aussi, et ça m'intéresserait de savoir ce que tu en penses, Frédéric, mais on parle ici de fait du fonctionnement du cerveau, finalement. J'ai parfois l'impression moi-même, en fait, de quelque part par rapport aux autres, et la manière dont ils fonctionnent, de sentir, en fait, quelque part, pratiquement, que mon cerveau est différent. C'est-à-dire que je dois le contraindre à faire des choses, à agir, un petit peu comme si je devais lui botter le derrière, Exactement. pour qu'il entreprenne des choses que les autres font naturellement, évidemment, mais que toi-même, tu dois parfois un petit peu te forcer, parce que Bousculer. sinon, tu resterais justement enfermé comme, Oui, comme une huître. c'est ça. Et c'est en boucle après. Et à un moment, c'est comme si d'un coup, on était obligé de se dire, bon, maintenant, stop, stop, parce que c'est pas possible. En fait, c'est trop, c'est trop. Et c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est que, en fait, on vit, enfin, on ressent de l'intérieur tout, tout. Donc, c'est très compliqué parce que
inexorablement, comme tu dis, on a besoin de dire à son cerveau, maintenant, stop, quoi. Vraiment, stop. Oui. Et le paradoxe, c'est que de l'extérieur, c'est pour ça que quand les personnes décrivent les gens autistes de l'extérieur, et parfois ils sont à côté de la plaque, parce que c'est comme l'histoire de la forteresse vide de Bettelheim, c'est Ah, absolument l'inverse que dit la personne autiste. Non seulement elle n'a pas de forteresse, elle a presque pas de frontières et de peau, tellement elle subit tout, mais hmm, en plus, c'est pas vide, c'est parce que c'est ultra rempli et ultra sensible que elle se ferme. Donc exactement. c'est l'inverse qui se vit, quoi. Et c'est vrai que moi, je me rappelle quand je travaillais à la consulte autisme, un des médecins, un jour, m'avait dit, en fait, les autistes, ils n'ont pas d'enveloppe corporelle. C'est violent. Mm. Et ça m'est resté, en fait. Mm. Et je me disais effectivement que le fait de pas, que c'est tout, il y a pas de frontière, en fait. Ouais, Tu c'est ça. vois, et c'est horrible, en fait. Oui. Et du coup, j'aimerais arriver sur le thème de la maternité. Oui, Parce que, puisqu'on parle de l'autisme des femmes, ça peut aussi. Enfin voilà. Donc, ça a touché un point sensible. oui, oui, effectivement, très, très sensible en ce moment. C'est-à-dire que mes filles me reprochent des choses que j'ai reprochées à ma propre mère. Et je me rends compte que ma mère était très certainement autiste, D'accord? que ce que je voyais chez elle comme étant de l'ordre de la forteresse, qui se replie dans sa bulle, hein, et puis Ouais, ouais, qui a dans l'air sa bulle. froide et distante, en Hmm, fait, c'est parce qu'elle est d'une intensité de sensibilité gigantesque hmm, et elle exprime peu son amour parce hmm, que ben, ça peut pas dire je t'aime, c'est une explosion comme la hmm. colère en fait. C'est ça, Au niveau des sentiments, il y a une immense pudeur parce qu'il y a trop, pas parce qu'il n'y a pas assez. c'est Et ça, ça, c'est exactement. ce que je suis en train de comprendre dans la C'est matière. ça, et c'est vrai que c'est très difficile. Alors bon, moi, c'était une autre expérience puisque de mon côté, il y a de fortes chances que mon père, ce soit lui l'autiste dans l'histoire, que j'en ai hérité et que certains de mes enfants en ont hérité. Donc c'est vrai que on parlait dans mon livre d'ailleurs, je le dis que quand les enfants étaient petits, j'étais pas la maman qui passait des heures à leur lire des histoires le soir, à faire les câlins, à faire. Moi, j'étais plutôt dans le truc de leur faire découvrir tout un tas de musique, de parler de films. Bon, mon père est passionné d'Italie, donc lui, il m'a transmis tout ce qui était Italie. Moi, je suis passionnée aussi d'Espagne, donc j'ai transmis à mes enfants tout ce qui est Italie, Espagne. Voilà, moi, c'était plus dans la transmission culturelle que dans la transmission affective. C'est vrai que le toucher a toujours été compliqué, même pour moi. Tu vois, enfin, moi, si on m'effleure la peau, ça me fait des décharges d'électricité, par exemple. Par contre, si on m'attrape fermement, là, ça va. Ça C'est dépend vrai qu'il y a... qui. Pardon? Ça dépend qui. Oui, ça dépend qui, évidemment, mais voilà, après, les petits poupouillous, là, j'ai un peu du mal. Euh, voilà, après, c'est vrai que j'ai été tendre avec mes enfants, j'ai été ultra présente avec eux parce que ils ont eu aussi des prises en charge orthophoniques, psy, etc., devant les troubles qu'ils présentaient. Je n'ai pas compté ni mes heures, ni mes jours, ni pour qu'ils s'en sortent tous les trois et qu'ils puissent avoir, disons, un métier dans les mains. Par contre, peut-être, je ne sais pas, j'en ai jamais, même jamais discuté avec eux, hein, parce que il y a aussi cette pudeur, j'allais dire autistique, parce que je sais pas toi, mais moi, en ce qui me concerne, voilà, je suis très pudique et au niveau des sentiments, au niveau de plein de choses, hein, voilà, si je peux passer inaperçu en étant habillée de manière le plus Oui. classique. Oui. Ouais, voilà, je le fais, hein. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que je leur ai inculqué de l'affection, mais ma propre affection, donc avec ce qu'elle est. Ça te parle, Pascal, par rapport à la paternité? Oui, ça me parle, mais ce qui me parle en fait en particulier, c'est quand quand on,
se dit que peut-être on est autiste, du coup, sachant que c'est héréditaire, on se pose la question de savoir, mais entre guillemets, qui Oui, est le coupable, qui est le responsable, c'est ça. d'où ça vient, qui m'a filé ce truc. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, très longtemps, je me suis questionné par rapport à la difficulté, ici en particulier par rapport à ma mère, de montrer ses émotions, de dire je t'aime, de demander pardon, de reconnaître finalement ses torts de manière générale, mais aussi en se compris par rapport à ce qui a loupé le cas échéant dans l'éducation de ses enfants, ce côté extrêmement rigide qui fait que finalement, j'ai eu le sentiment quand même d'être un peu son prolongement et de ne pas vraiment avoir une vie complètement autonome et finalement une vie désirable que l'on peut prendre en main avec le sentiment que le parent, ici en l'espèce la mère, n'a qu'un désir pour toi, c'est-à-dire fais ta vie mon fils. Et maintenant, évidemment, que la question de l'autisme se pose pour moi, du coup, je vois en fait, j'ai une autre lecture de qui est ma mère en fait, de sa propre identité du coup, que j'ai longtemps mis sous le coup éventuellement du trauma, des difficultés qu'elle a pu vivre dans sa propre vie parce qu'elle a perdu sa mère très jeune. Et à un moment donné, de fait, je me questionne évidemment différemment, ce qui me permet aussi de me comprendre moi davantage, mieux, et éventuellement de relativiser et de faire la part des choses et quelque part de ne plus attendre d'elle quelque chose qu'elle n'a pas pu donner et qui n'est pas forcément de sa responsabilité non plus. Donc c'est vrai que tout ça, en fait, quelque part, ça bouge beaucoup de choses, hein, à l'égard de soi et à l'égard ici de ses parents. Donc oui, c'est vrai que c'est questionnant. Oui, ça pose beaucoup de questions et en même temps, ça replace, je trouve, les choses. C'est-à-dire que même si on se pose la question de qui est le coupable, même si on l'a identifié, et si on peut appeler coupable, hein, parce que voilà, Non, justement pas. c'est ça. Donc c'est pour ça, c'est se dire que finalement, on est, je trouve que ça permet de réaliser qui nous sommes aussi. Oui, D'avoir, tu vois ce que je veux dire? oui, C'est-à-dire que, par exemple, bon, moi, je n'ai pas de doute concernant mon père et mon diagnostic, je pense, l'a beaucoup aidé lui-même. Il a 80 quelques années maintenant, mais tu vois, il te dit oui, effectivement, je me reconnais dans tellement de choses que finalement, à 82 ans, il se dit oui, ça y est, je sais qui je suis aussi. Non. Et du coup, ça nous permet à nous de nous dire, de s'identifier, parce qu'on s'identifie de toute façon, qu'on soit neurotypique ou pas, à quelque part, on s'identifie un peu toujours à ses parents. bien sûr. Et en fait, on n'est pas un extraterrestre arrivé d'une planète quelconque, on est de la même planète qu'un des deux parents. Et ça permet aussi, Frédéric, si je peux rebondir, de se comprenant mieux aussi, ça permet de se sentir moins coupable, parce que je pense que la culpabilité et la honte de soi, mais aussi de la manière dont on a fonctionné par rapport aux autres, peut être quelque chose d'extrêmement prégnant, C'est où ça. on se sent précisément du coup un raté, Hum, un maladroit, quelqu'un qui est complètement à côté de ses pompes, mais sans comprendre pourquoi. Et du coup, en fait, on s'en veut d'être comme ça, parce que tant qu'on n'a pas les mots justes, on ne sait pas non plus les exprimer correctement à ceux qui sont nos plus proches. Et donc, tu posais la question, Sophie, par rapport à ma paternité. C'est vrai que du coup, moi, je me rends compte aussi que par rapport aux émotions, c'est ce qu'on appelle finalement la lexithymie, hum, c'était extrêmement, extrêmement compliqué et que du coup, verbaliser mon ressenti, être attentif au ressenti de mes enfants, ça a été très, très compliqué de raconter des histoires, etc. Ce sont des choses que j'ai faites, mais je les ai faites un petit peu comme une tâche à faire, tu vois, pas comme véritablement un plaisir où on se retrouve à deux, détendu, dans un moment père-fils ou père-fille. C'était quelque chose de très, très compliqué. Donc moi, très longtemps, je me suis dit, mais finalement, comment être à mon tour un père quand j'ai l'impression de pas pouvoir, de n'avoir pas pu être un fils.
Et Mhm. j'ai souvent mis ça sur le compte du trauma. Mon père, maintenant il est décédé, mais il était schizophrène et ma mère extrêmement silencieuse et fermée par rapport à ses émotions. Et donc je me suis dit, ben voilà, j'ai pas eu de père et donc moi, par définition, c'était compliqué d'être à mon tour un père pour mes propres enfants. Et puis de nouveau, la question de mon propre autisme éventuellement me fait interroger les choses de façon différente et me fait aussi comprendre pourquoi finalement j'avais tellement de difficultés d'être en lien, comme si être en lien, en fait, c'est de nouveau, c'est pas naturel, mais ça demande un effort. Et on s'en veut, on se dit, mais enfin, où est ton problème, en fait? Pourquoi il te faut tellement d'efforts pour finalement prendre du temps avec tes enfants, pour leur demander comment ils vont, pour être capable finalement d'être empathique, bienveillant, attentif, aimant, capable de demander aussi pardon lorsqu'effectivement soi-même on s'est mis en colère, on n'a pas été adapté. Tout ça, en fait, on ne le comprend pas, en fait, parce qu'on ne comprend pas son propre fonctionnement. Et on te dit C'est ça. simplement, ben voilà, j'ai été étouffé par ma mère, j'ai eu un père schizophrène, et donc tout s'explique de cette façon-là. Et en fait, Mhm. c'est peut-être plus compliqué que ça. Exactement. Et puis je pense aussi que le fait de savoir qui on est nous déculpabilise à quelque part. C'est-à-dire que c'est pas qu'on dysfonctionne, c'est qu'on fonctionne différemment. On n'est pas dysfonctionnant. Ou C'est plus. alors, même si on est dysfonctionnant, imaginons qu'il y a des choses quand même qui, en tout cas, oui, qui fonctionnent différemment et peut-être moins bien, on va dire ça plutôt. Même si c'est le cas, c'est pas notre faute Non, et c'est pas une faute quoi. C'est pas donc il y a non, pas à culpabiliser. non, c'est qu'on est comme ça. C'est comme une personne noire va pas dire ben, je suis C'est désolée ça, j'ai la peau noire. Ben, ah non, tu es né avec la peau noire, tu es né avec un cerveau autiste exactement. et là On où tu as est des connecté déficiences, différemment. tu as des choses. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu disais aussi, Pascal, c'est que à un moment donné, on se dit c'est plus compliqué que ça. C'est pas que on va dire tout est dû au trauma ou bien ah non, maintenant je comprends tout est dû à l'autisme, c'est que c'est mélangé. C'est Et ça. j'avais lu quelque part une phrase très interpellante qui disait mais on peut pas être autiste sans être traumatisé parce Hmm. que c'est traumatisant pour un autiste de vivre dans un monde neurotypique et de Exactement. à essayer de s'adapter et de Hmm. pas y arriver. Il y a quelque chose de déjà traumatisant. Hmm. Donc, c'est mêlé. L'autisme et traumatisme, on peut presque pas les démêler. Et c'est vrai qu'on pourrait dire ça, ça vient de là, ou ça vient de là, mais c'est parfois les deux, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que, comme par rapport à la prise en charge, ça serait intéressant qu'il y ait aussi des thérapeutes qui ont un autisme parce que du coup, ils seraient capables d'aider l'autre. Oui. J'avais lu ça dans ton livre. C'était une des Oui, dernières choses que je voulais voir, effectivement. C'est euh, parce que on n'a pas même pas parlé de toi, de ton parcours. En fait, tu es aussi dans le domaine psychologique. oui, en fait, j'ai fait beaucoup de formations. Alors, déjà sans savoir que j'étais moi-même autiste, mais oui, j'ai fait beaucoup de formations justement pour déjà comprendre la psychologie classique. Et ensuite, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai continué les formations pour pouvoir être justement thérapeute euh, pour les personnes qui présentent un trouble autistique, plus spécifiquement chez les femmes parce que je me sens plus à l'aise, parce que je connais mieux, tout simplement. Parce que les patients autistes se Hmm. retrouvent parfois avec des thérapeutes où ils se sentent tout aussi incompris. Oui, et des thérapeutes qui mettent carrément en doute le diagnostic, en fait. Ouais. Ouais, on va voir ça dans un autre épisode avec une psychiatre. Ouais. Donc, c'est très compliqué voilà, quand on vous pose un diagnostic, déjà, bon, il faut l'admettre. Et après, une fois qu'on l'a admis, vous avez certains thérapeutes qui nous disent, ah non, moi, je suis pas d'accord, vous avez rien de l'autiste. Mais non, c'est pas entendable. En fait, s'il y a un centre ressources autisme ou un psychiatre spécialisé dans l'autisme qui a posé un diagnostic, et la plupart d'ailleurs des professionnels, c'est dur à dire, hein, du monde médical, ne sont pas formés à l'autisme. C'est fou, c'est fou, c'est une aberration. Dans tous les experts qui sont censés ensuite être dans tout ce qui est métier de soins, C'est ça. que soit pas de formation, soit une formation complètement désuète et à côté de la plaque. Là, il y a un combat à mener. Oui. C'est ça. Enfin, quand on voit, par exemple, à l'hôpital, certains médecins, voire infirmières qui disent à une personne autiste, regardez-moi dans les yeux quand je vous parle,
Voilà. Alors, attendez. Problème. Là, premier problème. Voilà, parce que oui, on peut regarder dans les yeux, mais pas fixer dans les yeux non plus, hein. Non. Et puis les couples, j'avais entendu aussi, les personnes neurotypiques donnent des conseils aux couples qui correspondent pas du tout à ce qui est possible pour une personne autiste ou ce qui est Bien sûr, gérable pour une personne autiste. Donc, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, il faut prendre en considération la personne autiste dans toute son entièreté pour pouvoir l'aider et surtout être au courant de comment ça fonctionne. ouais, Parce qu'on peut aller complètement à l'encontre du fonctionnement et provoquer des crises d'angoisse ou je ne sais quoi d'autre. c'est ça. J'aimerais, si vous êtes d'accord, aborder quand même un point aussi qui me paraît important, sinon je verrais c'est qu'une frustration et ce serait vraiment dommage. C'est-à-dire que Frédéric, on en a parlé de l'isolement, voire du Hmm. besoin de solitude pour un autiste. Du coup, moi, il y a une question que je me pose et que, à mon avis, nombreux sont ceux qui se la posent, à savoir comment finalement gérer ce besoin d'isolement, de solitude, avec une vie de couple harmonieuse. C'est pas évident sur le plan affectif de devoir gérer, entre guillemets, enfin, de vivre en tout cas avec un partenaire, qu'il soit d'ailleurs autiste ou non autiste. Hmm. Et également, peut-être subdivision, difficulté aussi de couple, quand finalement les deux ignorent qu'au moins un est autiste et que du coup le fonctionnement du couple est compliqué en termes de communication parce que personne ne se comprend et personne ne comprend qu'est-ce qu'il foire. Hmm. Alors après, j'allais te dire, enfin, je crois qu'à partir du moment où tu vis en couple, que tu sois autiste ou non autiste, il faut faire des concessions. Quand tu vis en couple, ben, tu acceptes l'autre dans son fonctionnement. Si par exemple, ben, moi je vois dans mon propre couple, ben, il y a des moments où j'ai besoin de ce calme, j'ai besoin de cette tranquillité, j'ai besoin, ben, la personne avec qui je vis le respecte. Mais j'allais dire, c'est comme dans tous les couples. Si par exemple tu vis avec quelqu'un qui a une passion, si elle est débordante, mais je sais pas, sportive ou culturelle, ou ben, l'autre va accepter cette passion parce que ça fait aussi ce qu'est l'autre. Je sais pas si je suis claire, mais Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'on disait, Frédéric, que la difficulté pour un autiste, c'est de mettre ses limites, et on peut pas demander non plus à un partenaire d'être parfait. Donc, quelque ah part, non, mais ça c'est sûr. le partenaire, s'il voit quelque part que nous-mêmes, on prend pas des initiatives, ou que nous-mêmes, Mm, quelque part, on sait pas trop, ben, du coup, on risque de fait de se faire marcher aussi sur les pieds, parce que oui, l'autre va peut-être prendre des initiatives, et puis mm, finalement, on va peut-être s'en trouver mal et être frustré par ça. Donc, ça peut comme générer beaucoup aussi d'incompréhension et du coup de tension. exactement, exactement. Et je pense que, alors, je pense que le plus compliqué, c'est quand l'autre personne ne sait pas qu'elle est autiste elle-même. Parce que du coup, elle se cherche elle-même, elle ne connaît pas ses limites, elle ne sait pas pourquoi ça dysfonctionne. Et je pense qu'on en revient toujours au même problème, hein, le problème du diagnostic. Et je pense que la communication avec l'autre, malgré tout, est quand même très importante. Et verbaliser son mal-être l'est aussi. Ben oui, parce qu'en fait, ça demande aussi justement de faire tomber le masque et d'oser être vulnérable avec la peur C'est ça. éventuellement que justement la vulnérabilité qui est connue par l'autre se retourne à un moment donné Et contre soi. d'ailleurs, c'est dur ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de personnes autistes qui divorcent, qui sont célibataires parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la chaussure à leurs pieds, tout simplement. Et qui, en plus, quand elles arrivent à avoir quelqu'un dans leur vie, bien souvent tombent sur des pervers narcissiques, des personnes violentes, et la violence monte en escalade tout le long du mariage, quoi. Donc, malheureusement, j'allais dire, d'ailleurs, je le dis dans mon livre, hein, c'est très récurrent, les personnes autistes qui sont confrontées à des vies de couple chaotiques.
Oui, c'est ça, parce qu'on parlait tout à l'heure de pourcentage en termes de violence Oui, sexuelle quand on est autiste. Je ne sais pas s'il y a des statistiques par rapport justement aux séparations lorsque un des deux est autiste et la difficulté supplémentaire que ça peut générer en termes de relationnel, mm. justement. Oui, oui. Ah, Alors après, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense que le nombre de personnes autistes qui se sont séparées ou qui est assez conséquent. Enfin, moi, tous ceux que je connais qui sont dans le groupe d'adultes avec moi, tous ont vécu des séparations. Tous, tous. Alors, pour terminer sur quelque chose de positif, parce que c'est vrai, on avait dit qu'on ferait pas trop long non plus. Oui. Oui, Euh, je propose que tu nous dises, Frédéric, oui. qu'est-ce que tu trouves le plus chouette dans le fait d'être autiste? Euh, Qu'est-ce qui est le plus chouette? Je pense que c'est la nourriture cérébrale. Le fait de se C'est-à-dire, nourrir de quelque chose qui t'intéresse? voilà. C'est-à-dire que quand on a un intérêt spécifique, eh ben, c'est toujours d'aller chercher à manger, quoi, cérébralement. Boulimie? C'est ça, c'est un peu une boulimie. C'est voilà, moi c'est voilà, mes intérêts spécifiques en fait peuvent me, comme il dit mon compagnon, quand tu es là-dedans, on te sort pas de là en fait. Ouais. Et c'est jouissif, parce que tu ressens très Exactement. fort Ben, le c'est là qu'on se sent vivant en fait. Mais ça, je trouve que c'est très juste le mot vivant. C'est vrai que Hum, on essaye d'étouffer beaucoup de choses pour correspondre hum. aux autres. Et en fait, quand on se connecte avec le fait qu'on est autiste et qu'on est hypersensible et qu'on a le droit de l'être, C'est on ça. découvre qu'en fait, on est hyper vivant. Exactement. Exactement. Alors que pendant des années, je me suis sentie morte. Oui, c'est ça. C'est fou, c'est fou. Ouais. Mais réellement, réellement. Et on parle de suicide, on parle de... Mais c'est vraiment ça. À un moment, tu te dis, mais comment je vais vivre? Qu'est-ce qui va me raccrocher? Alors, oui, il y a les enfants, ça c'est indéniable. Moi, ils m'ont raccroché à la vie parce que ils étaient là. Mais à un moment, le fait d'avoir eu le diagnostic et de oser me- m'autoriser à manger tout le temps et nourrir mes intérêts spécifiques, ah, mais ça, c'est... Waouh! Oui, on se sent vivant. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Écoute, Frédéric, je trouve ça très chouette de finir là-dessus. Ça va pour toi, Pascal? Oui, très bien, très bien. Mais c'est vrai que si on veut résumer quelque part, il y a finalement vraiment ce besoin d'authenticité en fait. Et quand on le sent chez l'autre, précisément, alors là, subitement, il y a d'un seul coup, il y a cette connexion qui se fait C'est et on se ça. dit, je suis compris, je peux être moi-même. Mm. Et oui, on sait comment l'autre fonctionne et donc du coup, il y a vraiment cette relation assez fluide, assez authentique qui peut se mettre en place assez rapidement. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment du pur bonheur, quoi. Exactement. Du pur bonheur. Merci. Merci, Merci oui. Sophie. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.